Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jean-Marie Kemener. Je suis le chef du bureau des opérations d'aménagement, ministère de la Transition écologique. J'ai dans mon périmètre, en fait, la mise en œuvre des mesures de la loi climat résilience sur l'érosion côtière. Donc, ça va me permettre de revenir peut-être un petit peu sur le propos liminaire. Donc, j'ai fait partie, effectivement, des petites mains, en fait, qui ont élaboré les différents textes et qui ont contribué au débat parlementaire. Peut-être pour commencer, insister peut-être sur les changements de paradigme de la réforme. Le premier changement de paradigme important, c'est que l'érosion n'est plus considérée comme un risque naturel majeur. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour deux raisons. Première raison, ça veut dire que quand on sort l'érosion du risque naturel majeur, on le sort de la solidarité nationale et du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le Fonds Barnier. Le deuxième point fondamental, c'est de dire que, en fait, l'érosion, c'est une menace qui est prévisible. Un risque d'inondation, en fait, c'est un risque qui est entaché d'une probabilité. La crue centenale, c'est une chance sur 100 tous les ans de se produire. L'érosion du littoral a une probabilité certaine. C'est inexorable. Donc, on le voit venir et il n'y aura pas de mort derrière l'érosion côtière. Le point générateur de changement de posture du gouvernement, c'est le cas de l'immeuble Signal à Soulac-sur-Mer. Considérant qu'en fait, il y a un immeuble qui avait été érigé au niveau du littoral et à un moment donné, cet immeuble n'a plus été habitable. On a été obligé de déclencher la responsabilité du maire, l'arrêté de péril. Et ensuite, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait en fait des habitants de l'immeuble Signal qui avaient acquis des biens immobiliers en fait qui étaient devenus inutilisables. Donc, il y a un arrêt du Conseil d'État qui dit deux choses. Donc, qui entérine le fait que l'érosion du littoral n'est pas un risque naturel majeur. Il est complètement certain. Par contre, il a quand même condamné l'État à indemniser en fait les propriétaires immobiliers à hauteur de 70% de la valeur vénale des biens. C'est un combat de lutte des propriétaires. Par contre, le postulat politique, la réaction du gouvernement était de dire on ne peut pas reproduire en fait pour les finances publiques l'immeuble Signal partout en France et à inviter ainsi les parlementaires à se poser la question comment on doit gérer finalement ces biens-là pour lesquels parfois en fait ce sont des gens qui se sont installés sciemment en connaissance du risque. Et est-ce qu'à ce titre, en fait, c'est la solidarité nationale qui doit payer? Donc ça, c'est les points de départ, en fait, des mesures du gouvernement et de son changement de paradigme qui a été introduit par Elisabeth Borne au Conseil de défense écologique de juin 2020, qui a été de dire, maintenant, face à l'érosion du littoral, on cesse l'endiguement, on débranche les plans de prévention des risques naturels majeurs du sujet de l'érosion et on travaille sur la recomposition territoriale des territoires menacés par l'érosion. Ce qui aboutit à des mesures dans la loi qui sont en fait qui reposent sur trois piliers. Premier pilier, on connaît, on observe, on connaît, donc on cartographie. C'est la démarche de cartographie qui est enclenchée en fait sur une liste de communes qui sont menacées par l'érosion, effectivement un phénomène de concertation pour l'inscription au décret. 126 communes ont été inscrites au décret en 2022. Elles vont être rejointes par environ 119 communes ce mois de juillet. Le décret sera encore complété à la fin de l'année. Ces communes cartographient et doivent intégrer en fait dans leur plan local d'urbanisme une cartographie d'une zone d'érosion à horizon 30 ans et une autre à horizon 100 ans. L'objectif de cette cartographie, accompagner progressivement la recomposition des territoires menacés par l'érosion du littoral, avec deux enjeux majeurs. Comment on gère le stock, le déjà là, comment est-ce qu'on organise progressivement le fait, les stations d'épuration, les logements, les commerces, les activités économiques, il va falloir les mettre ailleurs. Et d'autre part, comment est-ce qu'on gère le flux, c'est-à-dire la question de la démographie des territoires littoraux qui est parfois tout à fait galopante. Donc, plusieurs gammes d'outils ont été mis en place par la loi climat résilience. On en a déjà parlé. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ceux qui sont dans le périmètre de mon action quotidienne, en fait, c'est l'organisation, la recomposition des territoires menacés par l'érosion, avec plusieurs enjeux. Premièrement, on sort des risques et effectivement, on traite la question de l'érosion, de l'adaptation des territoires comme une compétence d'urbanisme, pas autrement en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des quartiers politiques de la ville qu'il faut recomposer parce qu'ils ont des problèmes sociaux. Eh bien, aujourd'hui, on a des quartiers littoraux qu'il faut réadapter, recomposer parce qu'ils sont menacés par l'érosion. On est sur la compétence urbanisme, aménagement des collectivités.
donc avec les outils de puissance publique qui sont dans les mains des collectivités et que la loi climat-résilience a ramené. Alors, bien sûr, ils ont été un petit peu amendés et c'est comme ça qu'ont été introduits effectivement un renforcement de l'action des établissements publics fonciers. Je vais revenir, le foncier est comme le nerf de la guerre de la question, avec cette question du droit de préemption et puis des outils de prérogative de puissance publique en fait pour travailler. Et un enjeu crucial qui est effectivement l'évaluation de la valeur des biens. Et ça, c'est le débat politique lancinant aujourd'hui, c'est le coût astronomique en fait de la recomposition des territoires si on raisonne avec la valeur vénale des biens tels que les marchés immobiliers aujourd'hui les intègrent. Donc, ce qui me fait rebondir sur un enjeu qui est fort, donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est celui de l'information acquéreur-locataire. Effectivement, l'information acquéreur-locataire n'existait pas en fait pour l'érosion du littoral, elle devient maintenant obligatoire. Et là, avec cet effet-là, on cherche plusieurs choses. Premièrement, toujours informer aussi, on espère avoir un signal prix en fait sur les valeurs foncières et immobilières de ces biens qui sont menacés pour l'érosion, puisque dans certains secteurs, il est tout à fait clair que les marchés immobiliers sont tels qu'ils privent toute capacité d'action de la puissance publique. Je pense par exemple au Pays Basque, là, les falaises se cassent la figure à Saint-Jean-de-Luz. Un T5 4 pièces sur jardin, c'est c'est 1,5 million d'euros. Quoi. Effectivement, 9 ou 10 biens acquérir en cette nature-là, c'est pas possible. Donc, l'objectif, en fait, que nous poursuivons aujourd'hui à la direction de l'habitat, l'urbanisme et des paysages, en fait, c'est d'enclencher ces mécanismes de recomposition des territoires à partir, en fait, de projets territoriaux. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il existe beaucoup de stratégies dans tous les sens. En gros, il y a une forme de consensus pour se réunir, pour concerter autour de l'élaboration des stratégies locales. Et ce qu'on cherche à attaquer là maintenant, c'est le passage à l'action. C'est comment concrètement, en fait, on rentre dans ce sujet de recomposition. Alors, avec les premiers exemples qu'on a, mais je détaillerai peut-être après, plusieurs freins, en fait, devant nous. Premièrement, la réticence des élus, en fait, à s'attaquer à cette question-là pour plusieurs raisons. Un, on s'attaque à la valeur des biens immobiliers, à la valeur des occupations. Un risque politique qui est colossal et un travail sur des mandats, sur un temps qui est l'horizon 30 ans, l'horizon 50 ans, qui est bien au-delà, en fait, de l'engagement d'un élu dont le mandat est de 5 à 6. Ça, c'est le premier sujet. Et on comprend que les élus aujourd'hui, ils sont dans des sujets un petit peu compliqués d'hésitation entre faut-il conforter et rehausser les digues ou faut-il s'enclencher plus fermement dans la question de la recomposition. Deuxième sujet, et qui est fondamental partout, c'est l'absence de stratégie foncière sur les territoires littoraux. Pour recomposer, il faut du foncier disponible et malheureusement, sur les territoires littoraux, c'est sur les territoires qui sont contraints. Ils sont contraints physiquement parfois. Quand je suis à Saint-Jean-de-Luz, à 700 mètres du rivage, j'ai d'abord la voie ferrée Bordeaux-Hendaye. Derrière, j'ai l'A63 et ensuite, j'ai les zones commerciales, Ikea, etc. Donc, remettre des campings là-dedans, ça n'a pas beaucoup de sens. On est sur des territoires physiquement contraints. On est sur des territoires aussi qui sont compliqués parce qu'ils sont aussi contraints par des faisceaux de réglementation. Réglementation de protection de la nature, loi littorale, d'autres réglementations peuvent porter sur le logement social ou l'urbanisme. Il y a des sujets, en fait, d'articulation d'objectifs de politique publique autour de ces questions-là. Et enfin, il y a quelque chose qui est dimensionnant, c'est quelle est la nature du projet territorial dans le cas d'une recomposition, avec une question fondamentale qui est de se poser la question de savoir est-ce que je relocalise au 1 pour 1, est-ce que si j'ai besoin de déplacer, j'ai 10 logements menacés, est-ce que je vais recomposer 10 logements ou est-ce que parce que le territoire n'en a peut-être pas besoin, je n'en ferai que 5 ou peut-être que 2 ou peut-être que pas du tout. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la difficulté de faire atterrir les collectivités sur leur vision stratégique de long terme de leur territoire et donc du projet territorial. Enfin, je conclurai peut-être pour dire que quand on parle d'aménagement sur ces sujets d'érosion du trait de côte, donc on a une grosse focalisation sur le logement parce qu'en fait, c'est le bien de chacun. On pense au logement, on pense à la pauvreté, mais en fait, la dimension économique de l'affaire est bien plus complexe que ça. Parce qu'il y a le logement, certes. Dans le logement, il y a les habitants permanents et il y a les résidences secondaires qui comptent pour plus de 90% du parc de logements sur certains territoires. Donc, il y a un sujet de comment traiter ce sujet-là. Il y a l'activité commerciale, l'activité économique, donc qui est souvent tirée par l'activité touristique quand on est sur le littoral, mais pas seulement.
Donc là, il faut faire attention aux représentations qu'on peut avoir des littoraux, parce qu'il n'y en a pas que des littoraux touristiques, on a aussi des littoraux à forte valeur pour la pêche, pour l'agriculture et pour d'autres secteurs d'activité qui sont un petit peu particuliers. Et enfin, on a toute la question des équipements publics, parce que recomposer, ça veut dire retirer des réseaux, des voiries, des réseaux téléphonie, le chauffage, des choses comme ça. C'est aussi retirer des réseaux d'assainissement et parfois déplacer des gros équipements comme des stations d'épuration. Et là, on est sur des champs importants. Voilà, donc tout l'enjeu du dispositif aujourd'hui, c'est de commencer à mettre en œuvre les outils de la loi, les résidences, au service finalement de projets de territoire qui visent la recomposition. Donc, on a quelques territoires pionniers, là, je pense à Coutances, Méré-Bocage, Saint-Jean-Luz, Lacanau. Et petit à petit, enfin, la promesse, c'est que l'État accompagne dans une dimension contractuelle les collectivités, en fait, à cette dimension-là, même si aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment le volume financier à consentir, en fait, pour accompagner l'ensemble des territoires menacés par l'érosion.